Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation, comme vous avez l'habitude. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle partenaire. Bonsoir Steve. Bonsoir Francis et bonsoir à toute la team 2-0. Toujours ravi d'être avec toi pour ces podcasts. D'accord, c'est parfait. Alors, comme tu le sais, nous sommes en début de septembre. Généralement, c'est la rentrée. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais chaque fois qu'il y avait une rentrée scolaire? Quel est le sentiment qui te passait à l'esprit? Ça dépend aussi des rentrées. Il y a des rentrées où tu ne voulais pas vraiment y aller parce que où tu fuyais quelqu'un et tout. Il y a des rentrées où tu étais excité parce que tu arrivais dans un nouvel établissement. Donc, c'était un peu... il y avait une certaine excitation de reprendre les cours, surtout de revoir certains amis qu'on n'a pas vu pendant les vacances et tout ça. Donc, je pense beaucoup plus d'excitation quand même. La seule chose qui m'intéressait, c'est de voir quelles sont les nouvelles femmes, les plus belles filles de l'établissement qui sont présentes. La seule question que je me posais, c'est est-ce qu'il y aura une Beyoncé dans la salle de classe afin que je puisse faire mon rôle de charmeur, voilà. Et malheureusement, à chaque fois, j'étais déçu. Quoi qu'il en soit, je suis quand même nostalgique des rentrées scolaires, le fait d'appréhender les nouveaux professeurs, les nouveaux cours, l'excitation par rapport, comme tu le disais, aux camarades, à si on va passer une belle année scolaire. Et il y avait toujours, je ne sais pas pour toi, mais il pleuvait toujours pendant la période de la rentrée scolaire. Chaque fois, il pleuvait, franchement. Mais bon, ce sont de très bons souvenirs. Ça nous permet de souhaiter très bonne rentrée scolaire à tous ceux des abonnés de la team 2-0 qui ont repris les cours. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons nous consacrer sur le débrief du match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Et nous allons aussi donner un léger avis sur les autres matchs de la Ligue des Champions. Tu es prêt, Stevie? Let's go! C'est parfait. Alors, le Real Madrid a fait son entrée pour cette nouvelle campagne de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, les Merengues recevaient au stade Santiago Bernabéu l'Olympique, mademoiselle, pardon, l'Olympique de Marseille. Stevie, on a eu une surprise au niveau des compositions d'équipe, au niveau du Real Madrid. On a noté l'absence de Vinicius Junior. Quelle a été ton impression lorsque tu as vu que Vinicius commencerait au banc de touche? Bah, après, ça m'a pas trop surpris parce que je pense que, surtout dans la tête de Xabi Alonso, il veut le mettre en concurrence. En fait, il veut tellement qu'il retrouve un très niveau pour qu'on puisse compter sur lui lors des grandes échéances parce que cette campagne-ci, elle est très longue. Donc, et pour pouvoir arriver au bout, il faut que tout le monde soit concerné et ça commence dès le premier match. Tu vois, quand tu le mets peut-être Vinicius au banc lors d'un premier match, ça le pique un peu. Donc, j'espère pour lui qu'il sera revanchard et qu'à chaque fois qu'il aura l'occasion de montrer de quoi il est capable, bah, il le fera. Donc, je pense que pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une honte, en fait. Donc, je pense que c'est pour le bien de l'équipe. Ok, d'accord. Moi, perso, j'avoue que j'étais assez surpris. Je ne dis pas que Vinicius a retrouvé sa forme dans le temps, mais j'estime quand même qu'il n'est pas le moins pire des Madrilènes depuis le retour de cette saison. C'est vrai que contre la Real Sociedad, il n'a pas fait un match exceptionnel en ce qui concerne son apport offensif, mais sur le plan du repli défensif et du travail sans ballon, il fait quand même le job. J'estime quand même que je ne suis pas sûr que la méthode employée par Xabi Alonso est la bonne. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'avec les joueurs brésiliens, ils n'ont pas besoin d'être piqués, mais ils ont plutôt besoin de soutien psychologique. Je crois que c'est le rôle que Carlo Ancelotti joue avec lui. Voilà.
Donc, je ne suis pas sûr que la méthode de Xabi Alonso, qui est une méthode de concurrence, puisse porter ses fruits. Mais bon, on verra bien, tout en espérant, comme tu l'as dit tantôt, que ça pourra marcher. Alors, le Real Madrid recevait l'Olympique de Marseille à Santiago Bernabéu. Ils se sont donc imposés péniblement sur le score de 2 buts à 1. Quel est ton regard sur la performance des merengues? Euh, je, je suis, je suis vraiment frustré de la performance parce que il y a eu du bon, il y a eu du très bon même à certains moments, mais il y a encore trop on va dire trop de laxisme, trop de relâchement qui nous cause toujours des problèmes. La première période, elle était largement dominée. Normalement, cette première période, on doit quitter de là avec minimum 3 buts, avec toutes les occasions qu'on a eues lors même des 15-20 premières minutes. C'était action sur action à chaque fois. À chaque fois que je baissais la tête, je levais la tête pour regarder la télé. À chaque fois, il y avait une occasion. Donc, on quitte de cette première période-là. On est d'abord mené par Marseille qui, lors de sa première occasion franche, ils ont marqué alors que nous, on a eu besoin de, je ne sais pas, de 10 occasions ou 12 pour marquer un penalty. Donc, c'était un peu frustrant. Et après, encore, coup du sort, on a un carton rouge qui est, qui est vraiment, je sais pas, qui est bête pour un joueur comme Carval, un joueur de son niveau, avec l'expérience qu'il a. Prendre ce genre de carton rouge, ça ne nous aide pas beaucoup. Je ne sais pas, peut-être il n'est pas encore revenu à son maximum. Il est encore dans les vapes, je sais pas, parce que on perd, on perd, comment il s'appelle, Alexander Arnold sur blessure. Oui, très Alexander Arnold sur blessure et Cava va nous prendre le carton rouge euh, qui n'était même pas nécessaire. Donc, c'est tout ce packaging-là qui fait en sorte que je suis vraiment frustré de ce match malgré la victoire, mais j'ai un goût très amer. Donc, je pense qu'on pouvait faire plus, mais bon, déjà les 3 points sont là et on va voir pour la suite. Alors, de mon côté, je partage ton point de vue. Moi, je suis plus que frustré, je suis totalement déçu. J'avais eu à faire la preview par rapport à ce match-là et j'avais dit que pour ce match-là, j'attendais une victoire nette et sans bavure du Real Madrid et que tout résultat autre qu'une victoire nette et sans bavure serait un mauvais résultat. Moi, j'estime que même si le Real Madrid a pris les 3 points, c'est pas un match qui est censé rassurer le Real Madrid. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que depuis que Xabi Alonso est arrivé, je peux comprendre que la Coupe du Monde des clubs était pendant l'été, il y avait de la fatigue, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu une prestation aboutie de la première à la dernière minute des joueurs de Xabi Alonso. Je ne dis pas que je me pose la question par rapport à lui, mais pour l'instant, je n'ai pas de match référence. Et même les matchs qu'on a eu à gagner, que ce soit en championnat ou aujourd'hui, c'est très souvent, comment je peux dire, les mêmes scénarios où on domine, mais on est très souvent bousculé dès que l'adversaire aussi comment je peux dire, à nous prendre dans des appels en profondeur. Une fois que j'ai dit ça, le Real Madrid a donc commencé son match tambour battant avec de multiples occasions. Comment expliques-tu que les hommes de Xabi Alonso n'ont pas réussi à mettre la balle au fond? Au bout de la 20e minute, Rouli avait déjà fait 9 parades, 9 arrêts. C'était normalement le score d'un gardien à la fin du match. J'arrive pas à comprendre ça. C'est ce que je disais. Parce que avec autant d'occasions, je ne comprends pas comment on n'a pas pu marquer 2 ou 3 buts pendant cette première période. Tu, je dirais, on a un seul tueur dans cette équipe. Et même ce tueur-là, il a, il n'a pas su vraiment être très, très précis avec ses multiples occasions. Mbappé, lui-même, déjà, il devait avoir un triplé en première mi-temps. Lui seul, parce que je pense il a tiré minimum 4 fois en première période. Donc, c'est vraiment, ça m'a laissé un goût amer cette première période. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ça va être difficile. Parce que quand j'ai vu comment on ratait,
Et je me suis dit dans la tête que la victoire sera très, très dure à aller chercher. Et après le carton rouge encore, je me suis dit, oh, deux matchs, deux cartons rouges, ça commence à bien faire. Donc, je me dis, il y a un problème d'efficacité, hein. On doit vraiment travailler avec tous ces joueurs devant le but et ne plus avoir ce genre de première période sans dominer et ne pas marquer au moins deux, trois buts. Moi, de mon côté, je crois que les joueurs du Real Madrid, ils ont confondu précipitation et vitesse d'exécution. À chaque fois qu'ils ont eu une occasion de but en première mi-temps, on sentait qu'à chaque fois, ils ne faisaient pas le geste juste. À chaque fois, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux. Je prends l'exemple de Mastantuano qui, sur le côté, quand il réussit à déborder Medina, le défenseur de Marseille, normalement, il doit faire une passe en retrait, mais il préfère frapper, il frappe le poteau. Ou alors le crochet de Kylian Mbappé dans la surface, il pousse trop le ballon loin de son pied d'appui, ce qui fait que la frappe ne peut pas être totalement croisée. Voilà, donc je crois qu'ils ont confondu, comme je le disais tantôt, vitesse d'exécution et précipitation. Mais au-delà de cela, moi, je pensais qu'en deuxième mi-temps, ils allaient réussir à remettre le pied sur l'accélérateur de par l'égalisation sur un pénalty donné par les joueurs de Marseille. Mais j'ai l'impression qu'en seconde mi-temps, les joueurs de Real Madrid ont fait une moins bonne prestation qu'en première mi-temps. J'ai même l'impression qu'ils étaient un peu essoufflés. Je ne sais pas si le pressing qu'ils font pour la récupération de balles n'a pas joué un rôle par rapport à l'essoufflement et à la baisse de régime qu'on a senti en seconde période avant le carton rouge. Je ne crois pas parce que le pressing de la première période c'était bien fait et on récupérait vite les ballons, en fait. Donc, ça permet en sorte que tu te reposes plus vu que tu as le ballon et qu'un pressing sans ballon lors de tout le match. Je me dis, ils, ils se sont laissés aller en pensant que ça devait être facile. Parce que lorsqu'ils sont revenus au score, ils disent, bon, en deuxième mi-temps, dans le temps, et sans compter que Marseille aussi, ils ont préparé leur deuxième période. Ils sont venus avec plus d'envie, ils en voulaient plus, et ils ont eu beaucoup plus d'occasions en deuxième mi-temps. Et c'est aussi ça. Donc, je pense que Xavi Alonso doit pouvoir gérer ses effectifs toujours mettre de la voix sur certains points et vraiment faire en sorte que les gars suivent ses consignes à la lettre. Donc, je pense il y a un peu de tout ça. Ok, d'accord. Donc, par la suite, Carvajal va commettre une faute, selon toi. Qu'est-ce qui a pu pousser Carvajal à péter les plombs, tout simplement? Je pense que Caval, déjà, il ne se sent pas. Je pense qu'il n'est pas encore à 100% et qu'il est encore à fleur de peau après sa blessure et après sa longue blessure. Donc, il n'a pas encore repris sa lucidité d'antan, où il était, lui, le vicieux, mais sans commettre l'acte de trop. Là, c'est un carton rouge bête, ça, c'est un carton rouge de débutant, non? On te parle deux, trois mots, tu fais un coup de tête. Bah, et actuellement, il y a la VAR, donc, ce genre de choses, ça ne peut plus passer, sous la table. Donc, je pense qu'il doit juste reprendre en confiance et j'espère il retrouvera vite son niveau. D'accord. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une faute de dépit. Voilà. J'ai l'impression que Carvajal, c'est quand même un joueur qui est assez expérimenté. Généralement, c'est lui qui provoque ce genre de faute chez les adversaires. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il a pété les plombs parce qu'il était dépité. Tout simplement parce qu'il a eu, à un moment donné, il s'est dit, je crois qu'il a senti de l'impuissance de la part du Real Madrid. Moi, j'ai senti le Real plutôt impuissant. Je pense que s'il n'y avait pas eu le cadeau, parce que pour moi, le second penalty, pour moi, il n'y a pas penalty. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment donné, ce penalty au Real Madrid. Je ne pense pas que le Real aurait pu marquer un autre but. Et je crois que Carvajal, il a senti toute cette impuissance parce que déjà, ce que je constate après quelques mois de Xabi Alonso, je trouve que Carlo Ancelotti, même si beaucoup de personnes regardent la saison dernière, je tiens quand même à rappeler que la saison dernière, le Real a joué toutes les compétitions jusqu'au bout.
Voilà, c'est-à-dire ils ont toujours fait partie des meilleures équipes. Je crois que la force de Carlo Ancelotti, c'est qu'il réussissait à, comment je peux dire, à ressortir le potentiel de tous les joueurs. Chaque joueur a eu, je peux dire, quasiment sa meilleure période sous Carlo Ancelotti. Chaque joueur, que ce soit Carvajal, que ce soit Rudiger, que ce soit Militao, Vinicius, Rodrigo, tous les joueurs ont ressorti le meilleur niveau sur Carlo Ancelotti, car c'est un entraîneur qui, de par son côté familial, permet aux joueurs de ressortir le meilleur côté. En plus du fait que généralement ces vestiaires, c'est comme une famille où les joueurs jouent les uns pour les autres. Xabi Alonso, c'est autre chose. J'ai plutôt l'impression qu'avec lui, comment je peux dire, il veut ramener de la concurrence dans le vestiaire parce qu'il a remarqué que certainement il y avait des joueurs qui avaient des passe-droits de par les liens qu'ils avaient entre eux. Et j'ai l'impression que Xabi Alonso lui ramène plutôt de la concurrence et qui fait en sorte que les joueurs jouent les uns contre les autres. Pas dans le but de se faire du mal, mais dans le but de prendre la place de l'autre. Quand je vois un Rodrigo qui décide subitement qu'il préfère jouer sur le côté gauche parce qu'il estime que c'est là où il est le meilleur, je suis persuadé que si Carlo Ancelotti était toujours le coach du Real, jamais Rodrigo, même s'il était remplaçant du côté droit, n'aurait cherché à avoir la place de Vinicius. Et là, ce qui est en train de se passer, je ne dis pas que c'est négatif, on verra où ça nous mènera. Je trouve que le côté de concurrence que Xabi Alonso est en train d'amener, franchement, je t'avoue, je ne suis pas sûr que ça va porter ses fruits. Je te l'assure. Parce que c'est difficile de faire en sorte qu'un effectif qui est habitué à une certaine forme d'unité, où tu vois un Bellingham qui joue pour le Ballon d'Or et qui dit par la suite que c'est Vinicius le Ballon d'Or, où tu vois un Karim Benzema qui laisse les pénaltys à Eden Hazard pour qu'il puisse marquer. Je crois que ce genre d'éléments, on va de moins en moins les voir avec Xabi Alonso. Et je crois que Carvajal, qui a depuis avec d'énormes joueurs et qui sait l'esprit, le mindset qu'il faut pour vaincre ses adversaires, a senti un peu d'impuissance de la part de ses coéquipiers. Mais bon, c'est une théorie, elle n'engage que moi. Une fois qu'on a dit ça, le Real Madrid a donc eu un penalty grâce à l'apport de Vinicius. Déjà pour toi, est-ce qu'il y avait penalty ou pas penalty? C'est vrai que je regardais le match avec mon frère. C'est un sportif de Marseille. On s'est regardé on s'est regardé pendant l'action. On s'est dit, est-ce que le sifflet, c'est pas un scandale, mais pas le sifflet aussi, c'est pas un scandale. Parce que il y a deux visions. On va se dire, certes, ça n'était pas volontaire, donc il est en train de tacler et le ballon est en train de rebondir, donc ça vient frapper sa main qui va vers le sol. Tu, en fait, c'est vraiment au choix de l'arbitre. Vraiment, on le siffle pas, ça ne doit pas faire scandale. Donc, pour moi, personnellement, je ne sifflerai pas ce penalty. D'accord, moi je pense qu'il n'y a pas penalty pour la simple et bonne raison que d'une part, le ralenti le montre déjà de par la manière avec laquelle le défenseur marseillais a taclé, mais surtout parce qu'aucun joueur du Real Madrid, à part si je me trompe, ne réclame le penalty. J'ai même l'impression que même Vinicius et Brahim Diaz qui étaient sur l'action, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé, pareil pour les coéquipiers. Mais bon, parfois, c'est bien comme la roue tourne du bon côté. Du moment que ça tourne du côté du Real Madrid, on prend, voilà. Donc, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1. L'Olympique de Marseille avait pour intention de ne pas être ridicule après quelques saisons sur la Ligue des Champions. Je ne sais pas pour toi, mais Stevie, est-ce qu'on peut dire que l'OM est un tout petit peu passé à côté de son match? Ou alors, ils n'ont pas saisi l'occasion de faire quelque chose de grand? Je pense que l'OM, ils étaient un peu, on va dire, ils avaient un peu la peur en eux. Parce que la première période, ils n'arrivaient pas à aligner trois passes. Mais, mais après aussi, je pense que ils ont fait bonne figure. Parce que même leurs quelques petites incursions, ils ont fait mal quand même. Il y a quand même des joueurs à peu près expérimentés dans cette équipe, comme Aubameyang, bien Hojbjerg. Donc, je pense que malgré la défaite, quand même, ils peuvent quand même voir le bon côté des choses et aller, pourquoi pas aller chercher quelque chose directement lors du prochain match. Donc, je pense qu'ils sont
ils sont dans la bonne voie. D'accord, moi perso, je pense que l'OM est venu dans ce match-là en sachant qu'ils étaient déjà battus d'avance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu profiter des largesses qu'a offert le Real Madrid. Déjà en première mi-temps, comme tu le dis, ils n'arrivaient pas à aligner des passes. Mais en plus que là, même les contrôles de balles, tu vois le gardien Rouli, il n'arrivait même pas à dégager le ballon à plusieurs reprises. Il a failli se faire chipper la balle alors qu'il était tout seul. Parfois, il glissait même tout seul. Ils avaient tellement de pression et tellement de peur que ça s'est senti que les joueurs tremblaient. Mais au-delà de cela, ils ont réussi à revenir petit à petit dans le match. Pour ma part, c'est parce que le Real Madrid les a laissés revenir dans ce match alors que le Real avait mis plutôt les bons ingrédients en termes d'intensité, d'agressivité au bon sens du terme pour essayer de gagner. Mais normalement, pour moi, lorsque tu as 10 contre 11 et qu'il te reste encore une vingtaine de minutes de jeu, tu ne peux pas te permettre de jouer comme l'OM a joué. On voyait même le coach des Zerbi qui ne comprenait pas pourquoi chaque fois qu'il montait le ballon, il refaisait des passes de manière latérale. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est la manière avec laquelle on avait l'impression qu'ils étaient épuisés. Greenwood avait déjà les mains au niveau des genoux. Pavard est sorti à la mi-temps. On a vraiment eu l'impression que l'OM a tout donné et qu'il ne pouvait rien faire de plus. Est-ce que pour toi, ce n'est pas une limite qui pourra, comment je peux dire, les entraîner vers leur perte pour la suite de la compétition parce qu'ils ont encore des gros morceaux à jouer après? Oui, mais je me dis, ce sont les premiers matchs quand même. Je pense que chaque équipe n'a- atteint souvent sa vitesse de croisière bien après. Et après, c'est après le troisième match qu'on commence à voir vraiment l'efficacité d'une équipe ou bien son dispositif qui a été mis en place. Donc, vraiment, je n'ai pas trop, je n'en fais pas beaucoup pour eux. Je pense à un moment donné, ça va vraiment tourner parce que, ils ont quand même, malgré leurs problèmes qu'ils peuvent avoir, ils ont quand même, je pense, fait un recrutement passable et qu'avec ces joueurs-là, quand même, ils pourront réaliser quelque chose, même si c'est pas un truc énorme, mais il faudra compter sur eux quand même. D'accord, moi perso, je suis sûr et certain que l'OM ne fera pas partie des 24. Je préfère déjà te le dire. Je pense qu'ils vont se faire éliminer. Sur le plan défensif, c'est trop faible. Il y avait tellement de boulevards. Ok, c'est le Real Madrid. Mais même en Ligue 1, ils ont des résultats face à Lorient. Mais n'oublions pas que le joueur de Lorient est expulsé au bout de 10 minutes. En tout cas, sur le plan défensif, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. S'ils veulent faire bonne figure par la suite, il va vraiment falloir qu'ils puissent boucher les trous. On va passer à l'évaluation. Voilà, on va essayer de tirer des joueurs qui ont fait plutôt une bonne ou une mauvaise prestation. Selon toi, quel est celui qui a fait, quel est l'homme de ce match pour toi? L'UEFA a désigné Kylian Mbappé. Est-ce que tu partages ce point de vue? Et non, bon, il a mis Kylian Mbappé parce que forcément, il a marqué les deux buts. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Carreras. J'ai tellement apprécié son match, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a apporté des deux côtés. Il était actif. Il a, en fait, il a comblé tout ce il avait à combler. J'ai beaucoup aimé son match, du début jusqu'à la fin. Donc, pour moi, je mettrais Carreras. D'accord, je partage totalement ton point de vue. Je vais même aller plus loin. Moi, sincèrement, je pense que c'est la meilleure recrue du Real Madrid. Ok, on nous a vendu Di Neusen, il est très fort. Ok, il y a du Mastantuono, mais Carreras, je suis désolé. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un mauvais match de ce mec. Sur le plan offensif et sur le plan défensif, ce mec, il a 24 poumons. Il court de partout, il est habile de ses pieds, il fait des efforts incroyables. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'homme du match, c'est Carreras. Et je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que avec Rodrigo, il a plus de possibilités de montrer son potentiel offensif parce que Rodrigo dédouble beaucoup avec lui, ce qui n'est pas le cas de Vinicius qui a tendance à aller balle au pied pour essayer de faire la différence. Sinon, quel est le joueur qui t'a, comment je peux dire, qui t'a le plus frustré du côté du Real Madrid? Du côté du Real Madrid, j'ai pas vraiment un joueur qui m'a frustré parce que, bon, ils ont fait de leur mieux. Mais je dirais, par exemple, j'ai pas,
En fait, je me suis dit, bon, on n'est pas aux entraînements, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais avec ce Mastantuono-là, j'arrive pas encore à capter vraiment son apport dans cette équipe. Je pense, vu que bon, je me dis, comme il est jeune, il doit encore apprendre, il vient des trucs, mais on nous le vend vraiment comme un crack générationnel. Donc, je m'attends à voir quelque chose de waouh. À chaque fois qu'il touche un ballon, je dois sentir quelque chose de fort. Mais j'attends encore. C'est pas encore ça pour moi. Et je peux peut-être le mettre pas en flop, mais à revoir. D'accord, tu sais, Stevie, c'est là où je me rends compte que toi et moi, on a la même vision footballistique. Effectivement, Mastantuono, en fait, j'ai l'impression, en fait, Mastantuono, c'est le parfait reflet du joueur sud-américain. C'est le joueur qui est capable de faire des différences, mais une fois qu'il a fait la différence, il ne fait rien, il ne bonifie pas sa différence. Incapable de faire une passe décisive, incapable de marquer quand il faut marquer. Il a des petits gestes de fulgurance et même les dribbles qu'il fait, j'ai envie de te dire, c'est plus de la débrouillardise que de la technique pure. Je sais pas si tu partages mon point de vue. Parce que même les dribbles qu'il a fait pour le côté contre les joueurs de Marseille, c'était un peu à l'emporte-pièce. Maintenant, ok, il passe, mais il ne fait jamais il n'arrive jamais à bonifier ses actions, soit par une passe décisive, soit par une frappe. À chaque fois, il fait des gestes qui ne vont pas dans le sens du jeu. Donc, il a encore la fièvre sud-américaine. Il me rappelle un peu de manière différente Vinicius quand il a débuté, qui à chaque fois, il était capable de déborder sur le côté et aller jusqu'au bout du stade, sortir même du stade avec le ballon en oubliant qu'il faut centrer. Mais au moins Vinicius, je sentais quand même un potentiel naissant. Chez Mastantuono, comment je peux dire, c'est un peu du gris-bougris, voilà. C'est bizarre. Moi, c'est celui qui m'a le plus frustré. Franchement, je partage totalement ton point de vue. Par contre, il y a un joueur dont j'ai pas compris le changement, c'est Arda Güler. Moi, je trouve que c'est celui qui, comment je peux dire, permet au Real Madrid d'avoir une sorte de fluidité sur le terrain. J'ai pas compris sa sortie. Et il y a un joueur pour moi qui est passé inaperçu. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. C'est Fede Valverde. Voilà, je l'ai trouvé inexistant. Peut-être il a fait du travail de l'homme, mais c'est pas le Fede Valverde que moi j'ai l'habitude de voir. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Mais effectivement, depuis un certain moment, on voit un Fede Valverde un peu, je ne sais pas, un peu effacé. Parce que même ces percées qu'il nous faisait souvent, même ça, je vois comment ça bloque. Je sais pas si c'est le fait de la fatigue, du fait d'avoir joué énormément de matchs ou je me dis, c'est- en fait, c'est juste ça que je vois parce que je ne vois pas une autre explication à sa baisse, en fait. Il a tellement baissé son volume de jeu, espérant qu'il puisse retrouver ça avec aussi le retour probable prochainement de Bellingham, qui va peut-être, qui va peut-être l'aider à se dégager, à être celui qu'il était. Et, et on croise les doigts, c'est un peu de tout ça. D'accord, je partage aussi ton point de vue. Et puis, en plus de cela, Kylian Mbappé a dit en sortie de match que ce sont des matchs de préparation pour eux. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. N'oublions pas qu'ils sont allés en demi-finale. Et entre la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde des clubs, il y avait juste 3 jours de repos. Donc, 3 jours d'écart. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont quasiment la même limite de fatigue que le Paris Saint-Germain et Chelsea qui l'ont remporté. Donc, ça peut expliquer pourquoi je sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu lourdeaux, que ce soit Vinicius, que ce soit Fede Valverde. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont lourds, qu'ils ont du mal à se déplacer. Pour Kylian Mbappé, étant donné qu'il avait raté quasiment la première partie de la Coupe du Monde des clubs, donc on peut dire qu'il a eu le temps de se reposer, de faire une vraie préparation. Mais pour les autres, ce sont quand même une réelle fatigue. Quoi qu'il en soit, le Real l'a donc remporté. Ils ont donc empoché les 3 points et c'est le plus important. N'oublions pas que pour cette nouvelle saison, à partir des phases à élimination directe, il n'y aura plus de tirage au sort pour définir quelle équipe jouera à domicile ou à l'extérieur.
Donc, je le rappelle encore, les 2 premiers de la phase de groupe joueront tous leurs matchs à élimination directe, que ce soit pour les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales. Ils joueront tous leurs matchs retour à domicile. Pour ce qui est du troisième et du quatrième, ils joueront le huitième de finale retour ainsi que le quart de finale retour à domicile. Et pour ce qui est du cinquième au huitième, ils joueront le huitième de finale retour à domicile. Donc, ça montre à quel point tous les points, justement, sont à prendre. Alors, dans la vie, il n'y a pas que le Real Madrid, il y avait d'autres matchs qui étaient plutôt intéressants. On a assisté à un fabuleux match entre le Borussia Dortmund et la Juventus de Turin. Ils se sont séparés sur le score de 4 buts partout. Stevie, après son 4-3 contre l'Inter de Milan, le moins que l'on puisse dire, c'est que la vieille dame fait des spectacles actuellement. Effectivement, vieille dame. Et je pense que elle revient déjà sur, sur le devant de la scène pour nous dire qu'elle est là, elle est de retour. Mais c'est toujours aussi fébrile défensivement parce que encaisser 4 buts, ça montre quand même qu'il y a des largesses défensives qu'il va falloir combler et, euh, et pouvoir gérer ça à la fin. Côté offensif, ils ne sont pas pleins. Ils ont des pépites comme des Giz et un avançant qui est en train de recouvrer la forme comme Vlahovic. Donc, qu'ils continuent sur leur lancée et voyons ce qu'ils vont faire pendant cette campagne. Ce qui est paradoxal, c'est que la Juve recevait le BFB, le Borussia Dortmund, au stade de Turin, mais on peut dire que c'est eux qui sortent vainqueurs de ce match nul, puisque le Borussia Dortmund menait 4 buts à 2 à 4 minutes avant le temps additionnel, voilà, et les 2 buts marqués par la Juventus ont intervenu durant le temps additionnel. Par contre, il y a un fait marquant dans ce match, c'est que le quatrième but de Dortmund est intervenu sur penalty. C'était à la 86e minute. C'est Sero Guirassy qui a récupéré le ballon pour tirer le penalty, mais l'entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, a demandé à Guirassy de laisser le ballon pour un autre joueur et c'est lui qui a inscrit le penalty. Il s'est même excusé auprès de Guirassy. Je ne sais pas si par la suite, les marabouts de Guinée n'ont pas fait le boulot que la Juventus revienne au corps. Alors, une autre équipe aussi qui a, comment je peux dire, respecté son rang, c'est les Gunners d'Arsenal qui se déplaçaient du côté de San Mamés à Bilbao et ils ont remporté sur le score de 2 buts à 0 grâce à des buts de Martinelli, voilà, et un deuxième but de Leandro Trossard. Stevie, Arsenal continue son bonhomme de chemin et commence cette nouvelle saison de Ligue des Champions comme la saison dernière en essayant d'être régulier. On va encore espérer cette année, comme toujours, comme chaque année avec Arsenal. Parce que vraiment, on est fatigué de chaque année, c'est notre this year is out. Donc, tout ça là, on est fatigué. S'ils peuvent déjà même gagner, ne serait-ce que la première ligue, ça sera déjà une grande saison pour eux. Donc, je pense qu'ils ont respecté leur statut avec le recrutement qu'ils ont fait cette année. Donc, avec les Eze, les Gyökeres et tout. Ils ont une équipe pour jouer toutes les compétitions déjà et pourquoi pas aller très loin ou gagner. Donc, nous allons voir comment ils vont évoluer et j'espère qu'ils soient épargnés aussi des blessés. Effectivement, parce qu'il faut avouer que cette équipe, il faudrait peut-être qu'ils revoient leurs médecins. Je pense que je vais leur passer le contact de Dr. B, voilà, parce que entre Odegaard, Bukayo Saka, pardon, et le défenseur central Saliba, et Saliba, voilà. Donc, à chaque fois qu'ils réussissent à avancer, ils ont toujours des blessés. Heureusement, quand même, qu'ils ont eu un recrutement quand même assez exhaustif. Donc là, on va terminer parmi les matchs de cette journée. Étant donné qu'il y avait plusieurs confrontations entre des clubs espagnols et des clubs anglais, c'est le sous-marin jaune de Villarreal qui se déplaçait du côté de Londres, où ils affrontaient les Tottenham Hotspurs de Thomas Frank. Et Tottenham s'est imposé sur une boulette du gardien de Villarreal. En tout cas, ils ont assuré l'essentiel des 3 points.
Stevie, quelles sont tes attentes par rapport au Tottenham Hotspur? Tottenham, j'espère que après leur victoire en Ligue Europa, pourront, j'espère qu'après cette victoire, ils pourront vraiment avoir une confiance en eux, en leur capacité pour aller chercher les titres ou titiller ne serait-ce que les gros parce que ils avaient toujours cette étiquette de loser ou de club qui ne gagne jamais et ils ont réussi à gagner l'Europa League. Donc, pour Tottenham, j'espère juste qu'ils vont continuer l'évolution et qu'on les verra encore beaucoup plus dans des grandes compétitions et dans des derniers carrés. Donc, une chance à eux, avec aussi quelques bons recrutements qu'ils ont fait. Ils sont quand même aptes à titiller un peu grand monde. Donc, courage à eux. En tout cas, je connais une fan de Tottenham Hotspur qui sera très heureuse. Il s'agit de Mariam. Voilà. Je pense que c'est la seule femme de l'univers qui supporte ce club. Il faut vraiment du cœur pour supporter Tottenham Hotspur. En tout cas, quoi qu'il en soit, je crois qu'elle va jubiler ce soir. Voilà. Et si elle a quelqu'un dans sa vie, je crois qu'il sera bien content. Il va passer une belle soirée, en tout cas. C'est sur ces belles paroles que nous allons donc achever cette émission. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à partager et à commenter. Quel est votre regard sur la prestation du Real Madrid? Êtes-vous plutôt déçu ou alors vous pensez que c'est juste la première journée et que le Real Madrid, tel un diesel, va élever le niveau au fur et à mesure que le challenge va se développer? Sur ce, vous prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.